Mesdames, Messieurs, vous avez très bien fait de nous rejoindre sur le www.afrowebtv.com. Au micro et à la réalisation, votre serviteur Moïse Agbeniegon. Vous aurez compris, c'est l'heure du décryptage de votre actualité qui nous amène au pays des hommes intègres. Aujourd'hui, au Burkina Faso, nous comptons beaucoup plus de pertes de vies humaines et nous en parlerons au cours de cette émission de long en large. Nous parlerons également des causes, des conséquences et nous essaierons encore une fois de trouver des solutions puisque nous ne sommes pas là juste pour placer les couteaux dans les plaies. Mesdames, Messieurs, vous avez bien fait encore une fois et vous pouvez participer à cette émission en composant tout simplement le +1 319 462 89 79. Au menu donc de cette émission, nous avons prévu avoir deux invités, mais l'un est en déplacement et l'un des engagés également qui nous soutient également sur cette chaîne que vous suivez sur le www.afrowebtv.com/live. C'est monsieur Yampapou Yambouam. Il est acteur de la société civile. Il fait partie également de l'une des personnes sur lesquelles nous comptons pour décrypter l'actualité qui se met également disponible pour nous aider. Vous aussi, vous serez également nos deuxièmes invités aujourd'hui puisque le téléphone sera ouvert pour vous pour que vous puissiez participer également à cette émission. Alors, nous parlerons du Burkina Faso, des hommes intègres, du pays des hommes intègres aujourd'hui au cours de cette émission avec monsieur Yampapou Yambouama qui est un acteur de la société civile, un analyste que nous recevons également et qui nous fait l'honneur d'être dans nos studios aujourd'hui. Monsieur Yampapou, bonjour. Bonjour Moïse, et bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour compatriotes burkinabés, merci de nous avoir invités à cette émission et nous espérons pouvoir apporter notre petite lumière à l'éclairage donc de la lanterne des uns des autres sur les événements qui ont cours au Burkina Faso. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Le feu est ouvert à tous les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent également sur les réseaux sociaux. La moindre des choses, vous le savez, comme à l'accoutumée, c'est juste de partager donc cette émission, puisque nous sommes sur une station web pour le moment qui est en train donc d'évoluer et nous allons juste vous solliciter vos suffrages pour copier le lien de cette émission et partager dans divers groupes et également, comme vous savez le faire, sur différentes plateformes. Nous parlons du Burkina Faso au cours de cette émission et nous parlerons de loin en large et on a constaté qu'il y a beaucoup plus de manifestations du côté du Burkina Faso. Il y a de pertes de vies humaines, il y a également des manifestations contre les soldats français, la présence des soldats français en ce moment et aujourd'hui on fait un gros zoom de 360 degrés également sur ces questions de l'heure. Alors aujourd'hui, la plupart des personnes se posent la question de savoir qu'est-ce qui cause exactement ces manifestations et qui conduisent le peuple à demander, qui conduit le peuple à demander le départ également donc du président Kaboré qui depuis un certain moment assure la présidence du Burkina Faso. Monsieur Yampapou Yambouama, première question pour vous. Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais vous demander cette permission de présenter vraiment nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées au Burkina Faso de manière générale et particulièrement aux familles endeuillées dans l'attaque de Inata qui a fait 57 morts dont 4 civils et 53 gendarmes. Nous espérons que des solutions idoines vont être apportées de façon à ce que, effectivement, tous ces drames puissent cesser. Donc, ceci étant, pour répondre à votre question, je vais commencer d'abord par nuancer le thème tel qu'il est posé. La réclamation de la démission du président Kaboré par le peuple. Vous savez, aujourd'hui, le terme de peuple
est parfois abusivement utilisée par les uns et les autres. Il suffit que, voilà, quelqu'un ait la possibilité d'être à l'antenne d'un média, il s'exprime au nom du peuple, sans que, effectivement, cette personne ait effectivement l'adhésion du peuple. Il suffit qu'on soit représentant d'un parti politique, et quand on s'exprime, on met le peuple derrière soi pour dire que c'est la volonté du peuple qui est exprimée. Ceci étant, je pense qu'il est très tôt de penser que le peuple burkinabé dans son entièreté, ou dans sa majorité, j'allais dire, réclame effectivement la démission du président Kaboré. Les heures et les jours à suivre vont nous déterminer beaucoup plus clairement sur la situation. Ceci étant, nous pouvons quand même constater effectivement qu'il y a eu des manifestations d'humeur qui ont suivi justement l'attaque d'Inata. Et dans ces manifestants, nous avons constaté certains qui, au micro des médias étrangers et certains médias locaux, qui ont effectivement demandé que Kaboré puisse libérer le plancher. Je crois que tout ceci-là s'est fait peut-être dans une situation d'émotion très intense qu'il faut comprendre, parce que quand on regarde la façon dont effectivement la situation sanitaire, j'allais dire la situation sécuritaire, est gérée dans ce pays depuis quelques années, on a effectivement l'impression que rien n'est fait. On a l'impression que on est dans une stratégie attentiste, défensive, où on attend que ce soit l'ennemi qui vienne attaquer et qu'on riposte. On n'a pas l'impression de la volonté d'aller traquer, d'aller combattre effectivement l'ennemi dans son dernier retranchement. Et donc, ce qui fait que chaque jour que Dieu fait, il y a non seulement des villages qui sont rasés, il y a des civils qui, à travers les routes du Burkina Faso, sont égorgés comme des moutons, et sans oublier donc ces attaques de plus en plus récurrentes sur les forces militaires et qui font de plus en plus de drames. Donc, tout ceci réuni fait que effectivement les populations sont désemparées. Ils ne savent plus à quel sein se vouer, et c'est naturellement qu'on peut comprendre que cette colère jaillisse et que les gens ou certaines personnes commencent à réclamer effectivement le départ du président Roch Marc Christian Kaboré. Mais si vous suivez également l'actualité sur le plan national, vous allez voir que en réalité, ces images-là où on réclame la démission du président, c'est essentiellement relayé par les médias étrangers. Mais quand vous suivez l'actualité au plan national, vous allez constater qu'au sein du Burkina Faso, des organisations de la société civile de plus en plus commencent à se démarquer, qui par des conférences de presse ou par des entretiens avec les médias, pour dire effectivement qu'ils se démarquent totalement de cette logique-là d'aller vers la demande de démission du président du Faso. Pas pour dire qu'elle soit contente de la façon dont le président du Faso gère la situation, mais parce que ils craignent, j'allais dire elles craignent, ces organisations-là, et craignent que les populations, malheureusement, sautent les deux pieds joints dans une situation d'inconnu. Parce que quand vous allez demander le départ du président dans le contexte actuel, alors que vous ne savez pas derrière qui va venir, effectivement, ça risque de poser des équations, en tout cas
d'innombrables inconnus. Et ça risque d'être beaucoup plus fatal pour le pays que de résoudre un quelconque problème. Donc, les gens pensent qu'il faut effectivement aller sonner l'alarme par rapport donc au président du Faso pour lui faire comprendre que les populations en ont marre et qu'il doit prendre des décisions pour aller effectivement combattre le terrorisme dans son retranchement plutôt que de continuer donc de manière attentiste à attendre qu'on tue les Burkinabés avant d'aller réagir derrière. Avant d'aller réagir, vous l'avez dit, il y a plusieurs pertes de vies humaines en ce moment. On dirait 57 même, et notamment donc 53 personnes, 53 braves soldats donc que le Burkina vient d'enterrer et avec dignement. Alors, ce n'est pas parce que par exemple le président Roch Kaboré n'arrive pas à gérer la crise que le peuple réagit. Monsieur Yefapou. Mais ça c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'indéniable. Surtout quand vous êtes proche de ce pays-là, vous savez ce qui se passe à l'intérieur. Vous n'allez pas réfléchir de midi à 14 pour comprendre que effectivement le président Roch Marc Christian Kaboré n'a pas trouvé en tout cas le bouton qui fonctionne pour la sécurisation de son pays. Mais comment est-ce que, par exemple, l'autre président, M. Compaoré, arrivait à maintenir la sécurité des Burkinabés et que M. Kaboré n'arrive pas à le faire? Non, en réalité, ce n'est pas que Blaise Compaoré arrivait à maintenir la sécurité. Il était en réalité celui-là qui organisait l'insécurité pour les autres pays. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et comme c'était lui le chef de tous les rebelles, vous savez qu'il a été cité dans plein de dossiers. On ne comprend même pas comment est-ce que quelqu'un comme Charles Taylor est en prison et Blaise Compaoré est dehors. Parce qu'on sait que tous les crimes qui ont été commis au Libéria, Blaise Compaoré est celui-là qui a fourni les hommes, les armes et tout ce qu'il y a. Ça, c'est selon vous? Non, c'est même après des enquêtes de l'ONU. Ça, c'est l'ONU, des enquêtes de l'ONU qui le déterminent et clairement. Ce n'est pas que c'est Yempapou Yembouam qui s'élève parce que, voilà, et pour raconter n'importe quoi. Quand on vient aux médias pour donner des informations, c'est des informations sourcées. Donc, les conflits, par exemple, en Sierra Leone, tout le monde sait que Blaise Compaoré était le bras armé dans ces conflits-là. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est le Burkina Faso qui a constitué la base arrière pour Guillaume Soro et ses rebelles. Donc, Blaise Compaoré est justement cette personne-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est pris pour cible dans les attaques terroristes. Tenez-vous, je prends un seul exemple. Et ça, c'est quelque chose de très officiel que tout le monde a pu suivre. Le président Roch Marc Christian Kaboré, à son arrivée au pouvoir, est contacté par justement des terroristes pour lui demander de leur livrer du matériel qui avait été commandé avec l'État burkinabé sous la présidence de Blaise Compaoré. Alors, Roch Marc Christian Kaboré a dit, mais écoutez, celui avec qui vous avez passé vos commandes, vous savez là où il est donc en Côte d'Ivoire, allez lui demander là où il a mis votre commande, moi je n'en sais rien, je n'ai absolument rien à vous livrer. Et c'est dans ce contexte-là que quelques semaines plus tard, intervient donc la première attaque terroriste. Donc il ne faut pas que les Burkinabés effectivement oublient cela. Et ça, au début, le président Roch Marc Christian Kaboré jouait à la diplomatie, ne voulait pas le dire, mais à l'une des interviews, je crois que c'était de France 24, il l'a dit clairement, et aujourd'hui même la vidéo recommence à circuler sur les réseaux sociaux. Donc Blaise Compaoré, qui a semé tout ce désordre-là, avec ses amis
justement occidentaux, est en train de s'organiser pour faire en sorte que le peuple burkinabé ait à regretter son départ et faire en sorte qu'il puisse revenir en héros dans ce pays, alors même qu'on est en train de faire le procès de Thomas Sankara. Je prends un autre élément. Lorsque Guillaume Soro était encore aux affaires en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez que lorsque il y a eu le coup d'état de Djengere au Burkina Faso, on a intercepté un appel téléphonique entre Guillaume Soro et le général Djibril Bassolé, et dans cette conversation, il était ressorti exactement tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Burkina Faso. Guillaume Soro était en train d'expliquer comment le pays devait être effectivement attaqué. Est-ce que le son marche? Donc, Guillaume Soro était dans cet audio-là en train d'expliquer comment est-ce que le Burkina Faso devait être attaqué de partout pour faire en sorte que, effectivement, les gens ne puissent pas savoir où mettre de la tête. Et donc, quand vous faites référence à tous ces éléments-là, vous allez comprendre que c'est ce qui était prévu tout simplement, qui est en réalité mis en exécution aujourd'hui. Tout est fait pour que, effectivement, le président Roch-Marc Christian Kaboré ne puisse pas travailler parce que, tout simplement, un certain Blaise a été contraint à partir et qu'il faut tout faire pour le faire revenir au Burkina Faso. Et vous allez constater que M. Compaoré est la solution aujourd'hui pour... Il ne peut pas être la solution du moment où il a été le danger du pays. Il a été celui-là qui a porté le danger au Burkina Faso. Blaise Compaoré ne peut pas être vu en aucun cas comme une solution. Si c'est un homme encore digne, la seule chose qu'il peut faire, c'est effectivement de taper du poing sur la table pour faire arrêter ces histoires-là. Parce qu'il sait là où comment il faut faire arrêter ça. Donc s'il est encore un homme digne, et je pense qu'il ne l'est même plus, puisque de toute façon, il a renié sa nationalité burkinabé, que les gens cessent donc de nous raconter des blablabla, à dormir debout. Et ce n'est d'ailleurs pas anodin qu'aujourd'hui, ce soit à partir de la Côte d'Ivoire que la France essaye donc de faire passer le matériel militaire pour le Niger. Voilà. Donc tout ceci-là, ça fait que les populations effectivement se posent des questions. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, comment on l'appelle, la Côte d'Ivoire est une terre bénie pour la France. La France peut se permettre tout parce que Ouattara est leur pion qu'ils ont mis là-bas. Je n'aime pas souvent traiter nos présidents comme ça, mais malheureusement c'est la réalité ainsi. Tout le monde sait qu'au Niger, la France est reine là-bas parce qu'ils ont tout fait pour que effectivement celui qui soit au pouvoir aujourd'hui soit sous leur commandement, et c'est pour ça qu'il est là. Et donc, nous allons revenir sur le cadre de la France très bientôt, mais pour l'heure, je voudrais vous poser la question de savoir si par exemple les soldats burkinabés ne manquent pas, ou soit les militaires burkinabés ne manquent-ils pas donc d'outils pour prévenir des embuscades telles comme celle qui avait passé la dernière fois au Burkina Faso? Oui, est-ce que, comment j'allais dire, il y a toujours des attaques surprises. Il y a certainement, je ne crois même pas que ce sont des attaques surprises. Je ne pense pas. Et le peuple burkinabé ne le croit pas. Et c'est d'ailleurs cela qui fait qu'elles sont debout aujourd'hui dans la colère. Parce qu'il y a quand même des alertes qui sont données. Il y a des renseignements généraux qui donnent quand même des alertes, d'accord, par rapport à des dangers imminents. On ne peut pas quand même nous faire croire qu'au Burkina Faso, ces renseignements-là sont à tel point à terre, de façon à ce que effectivement on ne puisse pas éviter ces situations-là. Il y a un problème sérieux. Le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré est miné par une crise vraiment de corruption inégalée.
C'est ça le véritable problème. Et comme justement ce qui s'est passé au Mali, pour qu'on ait mis à côté IBK, c'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, comment on appelle, au Burkina Faso. Comment vous vous imaginez les soldats qui ont été attaqués à Inata? Et lorsque ceux-là qui devaient venir les relever ne sont pas arrivés dans les temps qu'il fallait, ils ont donné des alertes. Ils sont allés même donner l'alerte selon laquelle ils n'avaient même plus de provisions, c'est-à-dire de nourriture. Leur nourriture était complètement finie. D'accord? On n'a rien fait pour leur apporter la nourriture. Ces soldats ont été obligés d'aller vers les riverains pour abattre les bêtes des riverains là, pour pouvoir revenir au camp, griller et avoir de quoi manger. Donc déjà c'était des soldats qui manquaient de nourriture, qui étaient affamés, qui ont été attaqués. Donc vous comprenez que dans ces conditions, effectivement, la situation ne puisse être que dramatique. Et ensuite, ceux-là qui étaient donc la garnison qui était à côté, qui pouvaient venir faire la relève, on dit nous pouvons venir faire la relève, mais nous ne voulons pas aller par la route parce qu'il y a les risques d'attaque terroriste. Nous voulons être héliportés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on affecte effectivement un hélico qui puisse par exemple les amener, un avion spécial pour pouvoir les amener. Mais on va nous dire qu'au Burkina, on ne peut pas avoir les moyens pour faire transporter les militaires par avion pour aller rendre service, d'où le fait que votre question est vraiment pertinente. Effectivement, est-ce que c'est le matériel qui manque ou bien parce que tout simplement il y a du laxisme? Parce que quand les gens deviennent présidents, ils sont ministres et tout ça là, ils sont dans leur confort, ils oublient que les gens vivent des situations vraiment dramatiques et comme ce n'est pas eux-mêmes que ça arrive, malheureusement, les gens traînent à prendre des décisions jusqu'à ce que le pire n'arrive. Alors on a un auditeur en ligne, auditeur ou téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour Moïse, bonjour à mon frère Yampapou, c'est Wadja qui appelle. Oui, bonjour monsieur Wadja, allez-y pour votre intervention, 3 minutes. Oui, merci beaucoup. Je voudrais remercier mon frère Yampapou pour son analyse vraiment pertinente sur la situation du Burkina Faso. Oui. Et dire que je suis tout à fait d'accord pour ce qu'il dit. Et vous savez, nous les Africains, nous avons un problème. C'est-à-dire nous faisons une mauvaise lecture de la situation dans nos différents pays. Et cela nous pousse toujours à croire que c'est tel ou tel dirigeant qui doit partir pour que la situation s'arrange. Si cela devait se faire, je pense que le Mali aujourd'hui ne devrait plus parler de terrorisme et puis la situation au Sahel serait déjà réglée. Donc, comprenons que nous avons besoin de faire attention et accorder la chance à des dirigeants qui sont prêts à défendre nos territoires. Vous savez, le Burkina Faso, où le terrorisme aujourd'hui constitue un danger, d'abord pour aussi les pays de la sous-région comme le Togo, le Bénin et d'autres pays encore, la population s'élève aujourd'hui pour réclamer le départ du président Kaboré. Je me dis, cette population, pourquoi est-ce que elle n'a pas fait cette lecture et demandé, barrer la route, comme ils ont déjà commencé par faire aux troupes françaises, aux troupes étrangères qui rentrent sur le territoire, et comprendre que c'est un enjeu très important. Qui sont ceux qui fournissent les armes aux terroristes? C'est ce que les Africains doivent comprendre. Qui sont ceux qui paient des rançons aux terroristes? C'est ce que les Africains doivent chercher à comprendre. Lorsqu'il y a un Français ou n'importe quel citoyen étranger, européen, qui est arrêté comme otage au Sahel, ils sont là à négocier et payer des rançons. Et c'est là-bas que les terroristes profitent encore pour emmagasiner plus d'armes et pouvoir lutter. Et ce sont les mêmes encore qui viendront dire qu'ils luttent contre ce terrorisme-là. Donc comment est-ce qu'on peut lutter contre un terrorisme qu'on approvisionne en armes et en tout matériel sophistiqué qu'ils ont besoin? Donc, cela a commencé depuis très longtemps. Et cela, c'est pas Christian Kaboré qui a mené cela. C'est Blaise Compaoré. Vous comprenez? C'est votre avis. Est considéré aujourd'hui comme un bon négociateur des terroristes. Pourquoi? Parce qu'il avait des deals avec eux.
C'est-à-dire, il négocie pour qu'ils attaquent peu et puis lui leur fournit les armes. Comment est-ce qu'on peut fournir les armes à quelqu'un voulant qu'il n'attaque pas? Vous comprenez? Donc c'était les deals qu'il faisait. Et ce sont des faux deals. C'est ce que Kaboré ne veut pas faire aujourd'hui et les Burkinabés croient qu'il n'est pas capable de gérer la situation sécuritaire. Il ne faut pas chercher des solutions d'un seul jour et puis oublier qu'on prépare le terrain pour un avenir. Donc, les Burkinabés doivent s'attendre, même s'ils arrivent à faire partir Kaboré aujourd'hui, ils auront affaire au terrorisme. Ils peuvent peut-être encore avoir une autre forme de Kampaoré qui va venir négocier avec les terroristes, mais il va les approvisionner encore plus et ils vont attaquer toujours les pays du Sahel. Donc, méfions-nous quand nous prenons des décisions, quand les Africains essaient chaque fois de faire la lecture des situations sécuritaires dans leur pays. Il ne faut pas seulement viser nos présidents pour vous poser la question d'où viennent ces armes-là. Et c'est ça le nœud du problème en Afrique. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ouadja, de nous avoir appelé. Vous êtes sur Afro Web TV. Faites comme lui, appelez-nous tout simplement sur le plus 1 319 462 89 79. Vous êtes au bon endroit pour discuter des affaires sérieuses, des thèmes très importants. Et c'est très important de discuter du Burkina Faso aujourd'hui. On note également des manifestations du peuple. Alors, il disait à l'instant que c'est le colonisateur qui fournit des armes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, monsieur Mpapouye Mbouab? Bon, une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas fait preuve, il n'est pas fait de preuve jusqu'à aujourd'hui que l'Afrique fabrique des armes. Alors, on a passé le temps depuis le début de cette crise à nous dire que bon, voilà, après la chute de Kadhafi, et qui est d'ailleurs provoquée par ces colonisateurs-là, les armes se sont retrouvées entre les mains donc, de ces petits voyous. D'accord. On veut bien croire à tout ça et effectivement c'était la réalité au début de la crise. Mais la Libye n'était pas que des armes. C'est comme si, quand on parle de la Libye, on a l'impression que, voilà, c'est un pays où poussent des armes, où n'importe qui peut arriver là-bas, et puis bon, juste aller choisir les armes qu'il veut, les munitions qu'il veut repartir. Mais ces armes dont il parle, c'est stocké quelque part, c'est géré par des gens, par qui? Par eux qui ont renvoyé Kadhafi, d'accord? Même si c'était les armes effectivement de Kadhafi qui étaient utilisées, mais quand même aujourd'hui reconnaissons qu'il serait aujourd'hui en cours de munitions. On est quand même d'accord. Ça fait combien d'années que Kadhafi n'est plus? Et on va nous dire que donc depuis là, c'est toujours les munitions de Kadhafi qui sont utilisées à travers le monde entier pour le terrorisme? Je dis non. Donc on a vu que depuis, la puissance des groupes terroristes a augmenté. Par exemple, les armes qui ont été utilisées dans le cadre de l'attaque de Inata, un officier nous a confié que c'était des armes capables donc d'atteindre sa cible sur 2000 mètres. C'est-à-dire que le gars s'arrête à 2 km, il peut tirer et atteindre une cible à 2 km. Mais on n'a qu'à être sérieux. Qui sont ceux-là qui leur livrent ces armements? C'est bien l'Occident. C'est bien tous ceux-là qui tentent effectivement de contrôler nos pays. Et tout le monde sait qu'en premier lieu, c'est justement eux, les colons. Donc, c'est un peu ça. Non seulement ils ont le renseignement nécessaire pour pouvoir cibler de manière précise les groupes terroristes pour les abattre, et ils ne le font pas. Mais en plus, ils leur fournissent les renseignements des positions des forces armées de nos pays pour que les autres puissent avoir la précision nécessaire pour aller frapper. Parce que si ce n'est pas des renseignements fournis, je vous assure que ces gens-là, d'abord, ils sont en nombre inférieur par rapport donc à nos armées. Et comment est-ce qu'ils peuvent venir toujours attaquer des camps? Des camps. Ce n'est même plus des villages civils qu'on s'en va attaquer. On vient attaquer un camp et on fait autant de victimes.
Oui, monsieur Yampapou, justement hier, sur l'une des chaînes, il y a de cela quelques heures même, l'un des colonels français affirmait que la France, puisqu'il y a un soupçon sur les réseaux sociaux où les gens disaient par exemple que c'est lors du passage de la France du côté du Burkina Faso que la population soupçonnait en fait les Français, la troupe française de fournir les armes aux djihadistes ou aux terroristes. Bon, maintenant, est-ce que pour le moment ce n'est pas encore vérifié puisque le colonel a démenti cela? Ce n'est pas parce que le colonel a démenti que ce n'est pas vérifié. J'ai suivi l'élément dont vous parlez. Le journaliste lui a posé la question de savoir l'enquête des Nations Unies qui a récriminé justement la France, Barkhane, la force Barkhane. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit non, que c'est vrai, il y a eu ce rapport, mais eux ne sont pas d'accord avec ce rapport. Mais finalement, c'est avec quoi qu'on va être d'accord? C'est-à-dire que les Nations Unies même font une enquête et constatent que vous avez commis des bévues, mais vous continuez de dire que non, vous n'êtes pas d'accord. Mais quand c'est les autres, il faut qu'ils les acceptent tout simplement. Vous comprenez un peu? Et ça, ce n'est pas normal. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. On se calme, on revient à la situation de départ. Comment le terrorisme a commencé? Au Sahel. C'est à travers le Mali. D'accord? Ils ont commencé par le territoire malien et finalement la France est venue pour s'interposer. Alors, voilà qu'ils arrivent. Ils font un mandat des Nations Unies qui leur accordait seulement 1 an pour en finir avec ça. Et c'était un mandat qui donnait la force, justement, aux forces armées internationales d'aller au front, c'est-à-dire aller combattre les djihadistes. Ça, c'est ce qui a été dit dans ce que l'ONU a donné comme mission. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une fois arrivés sur le terrain, ils nous font comprendre que non, ils sont une mission de paix. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont aller attaquer, eux ils sont là juste pour protéger les populations civiles. Donc ils sont là, ils tiennent les armes, ils font tout ce qu'il y a, et ils laissent les gens. Ils disent que ce n'est pas à eux d'aller faire le travail. Mais on vous dit alors de partir, vous ne voulez pas partir. Donc ils sont là. Voilà un conflit qui était cantonné seulement au Mali. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? D'abord, il y a plus de territoires sur le Mali qui sont tombés dans le camp des terroristes. Ils ont pris plus de territoires qu'il y en avait au moment où la France intervenait. Ça, c'est d'abord un élément. Deuxième élément, ces gens-là ont eu une telle puissance qu'ils ont pénétré le Niger, qu'ils ont pénétré le Burkina Faso. Tout le pays est gangréné. Ils sont au Cameroun. De vous à moi, Moïse. Voilà des gens qui sont allés pour combattre le terrorisme. Et au lieu que le terrorisme diminue, ça ne fait que s'augmenter. Si c'est vous, sans même faire d'enquête, quelle serait votre conclusion? Mais malheureusement, il faut qu'on ait les preuves de tout. Ce n'est pas une histoire d'avoir des preuves. Aujourd'hui, ces gens-là, les armes, je t'ai donné un exemple. Les armes, par exemple, que les djihadistes ont utilisées dans l'attaque du camp de Inyata. Ils ont trouvé ça comment? Ils ont trouvé ça où? Ils ont trouvé ça où? C'est la question. Et normalement, selon la logique, quand on vous donne une mission, et à un certain moment donné, vous avez échoué dans l'atteinte des résultats de votre mission, vous faites quoi? Vous pliez? Dans un premier temps, la France, à travers Macron, lui-même décide que si la CEDEAO ne sanctionne pas le Mali, lui va retirer ses troupes au Mali. Finalement, la CEDEAO n'a pas sanctionné le Mali, mais il a décidé de garder les troupes françaises. Ça veut dire que l'intérêt est quelque part d'autre. Ensuite, aujourd'hui là, c'est maintenant les populations même qui sortent. Tout le monde a vu au Mali. C'est toute la population qui est sortie, on a dit on ne veut plus de vous. Mais partez!
vous dites que vous êtes là pour protéger un pays, une population. Qui dit que c'est bon? On vous remercie pour tout ce que vous avez fait, mais partez. Maintenant, là, on n'a plus besoin de vous, puisque votre présence est égale à votre absence. Alors, de la même façon, la troupe française qui passait donc du côté du Burkina Faso pour un autre pays a été interrompue par la population. Oui, justement, à juste titre, parce que on ne sait pas comment est-ce que le terrorisme arrive à évoluer à une telle vitesse. D'accord? Et on se dit que nous avons des partenariats pour nous protéger. Mais on se rend compte que ces partenariats n'arrivent pas à nous protéger. Mais chaque jour, on voit justement les convois d'armes, de munitions, de matériel, de guerre, qui passent quand même. Monsieur Mpapou, est-ce qu'ils peuvent passer sans armes? Comment? Est-ce que les troupes françaises ne peuvent pas passer là-bas sans armes? Non, bien sûr, puisque c'est des militaires. Et justement. Si c'est des militaires, c'est qu'ils vont au front pour le combat. Et quand on va au front pour le combat, ça doit être avec des armes. Donc ça, là, c'est tellement évident. Mais, quand vous avez des armes, c'est que ça doit servir justement à régler le problème. Mais quand ça ne peut pas régler le problème, est-ce que la solution la plus sage n'est pas de laisser tomber, pour au moins ne pas risquer que ces armes tombent dans les mains de l'ennemi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On sait comment est-ce que l'une des façons dont le terrorisme se procure les armes, c'est à travers les attaques des militaires. Ils attaquent une garnison ou quelque chose comme ça, et quand ils tuent donc, ils ramassent tout l'armement qu'ils ont. Imagine, aujourd'hui, quand ils avaient commencé, ils se déplaçaient seulement en moto. Mais aujourd'hui, on voit maintenant des djihadistes dans des véhicules de char. Comment vous pouvez comprendre ça? Dans des véhicules blindés maintenant, avec des commandements. Comment ils ont pris ça? Comment? Avec justement ces trucs-là. Et donc on va me dire non, c'est parce qu'ils ont attaqué, ils ont pris, ils ont attaqué, ils ont pris. Et finalement, quand on dit que c'est l'impérialisme qui finance, qui arme les terroristes, pourquoi nous le disons? Nous le disons pas forcément parce qu'ils donnent les armes comme ça. Mais nous pensons que, comme c'est eux qui fabriquent les armes, c'est chez eux qu'on achète les armes. Je prends un exemple. Un pays comme la Centrafrique, est-ce que vous savez, malgré que la Centrafrique est en guerre, vous savez que la Centrafrique est sous embargo militaire? C'est-à-dire que la Centrafrique, on a empêché l'État centrafricain de pouvoir acheter des armes. Parce qu'ils estiment que les armes-là peuvent servir à maltraiter les populations. Un État. Et pourtant, on vend des armes quand même à des forces nuisibles qui veulent la destruction du pays. Et quand on va de l'autre côté pour faire l'alliance donc avec la Russie, pour pouvoir trouver des armes et combattre, c'est la même phrase encore qui se lève pour dénoncer le fait qu'on veut s'allier à d'autres puissances pour avoir des armes. Donc, vous comprenez, quand vous prenez tous ces éléments que vous mettez côte à côte, la situation est suffisamment claire. La France n'est pas au Sahel pour combattre les terroristes, la France est au Sahel pour d'autres raisons qui nous échappent. Alors, ces raisons nous échappent, vous l'avez dit. Alors, la France demande maintenant au président Kaboré de prendre soin également de cette situation, de prendre en main cette situation dont nous parlons aujourd'hui, puisqu'il y a les soldats français sur la terre burkinabé en ce moment où nous parlons. Et comment est-ce que vous pensez que le président Kaboré peut négocier également ça dans cette situation? Vous savez, la France profite toujours de la faiblesse de nos chefs d'État pour continuer de faire ce qu'elle a toujours fait. C'est sur un lien de partenariat. Vous, comme vous savez, tout le monde sait ce que vous mettez dans partenariat là. Quand on parle de partenaire, ça veut dire que toi comme ça Moïse et moi Mpapou, nous sommes à un niveau où tout le monde est indépendant. Et on choisit un domaine où on se dit bon ok, nous pouvons faire quelque chose ensemble dans tel domaine. Mais vous parlez par rapport à des gens qui ont colonisé d'autres personnes et qui ont refusé qu'il n'ait jamais l'indépendance. Il faut comprendre cela. Vous comprenez, la CEDEAO a pris la décision de mettre sur place, sur pied, une monnaie
pour l'ensemble des pays de la CEDEAO. Mais la France a tout fait pour torpiller ça. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Ça, c'est des situations réelles, claires. Ce n'est pas qu'on s'imagine. C'est de la réalité. Vous avez été là. Macron est allé à Abidjan avec Ouattara seulement. Ils ont détruit une décision que toute la communauté de la CEDEAO avait pris comme décision. Ça pose problème. Et comment se fait-il que la même France-là refuse que des pays indépendants, si les pays-là sont vraiment indépendants, que des pays indépendants se donnent la liberté de nouer des partenariats avec qui ils veulent. Je prends un exemple. Dans le contrat de vente d'armement, on a vu ce qui s'est passé entre les États-Unis et la France. L'Autriche avait commandé justement de l'armement auprès donc de... C'était des navires, en tout cas des armements lourds auprès de la France, mais les États-Unis ont fait annuler leur contrat et c'est les États-Unis qui vont livrer les armes là à l'Autriche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi là-bas? Et pourquoi ils viennent tempêter au Sahel pour menacer? Vous comprenez? Vous avez suivi le président Macron, vous avez suivi son ministre des Armées. Ils ont carrément menacé le Mali, que si le Mali rentre en partenariat avec la Russie, ils vont faire en sorte à isoler le Mali sur le plan international. Vous avez suivi, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Un petit, comme ça, de rien du tout, qui vient faire tout ce qu'il veut. Donc, les militaires là, français, qui se sont vus bloqués, vous allez voir que ce n'est pas seulement à partir de Kaya que ça a commencé. Quand ils ont quitté la Côte d'Ivoire, vous savez que Bobo est la ville frontalière avec la Côte d'Ivoire, immédiatement. Quand ils sont arrivés à Bobo, la population s'est organisée pour dire « Niet, vous ne passez pas ». Et avec l'autorité, justement, ils ont convaincu, ils ont tourné la population, ils ont passé par des contournements. Ils sont arrivés à Ouagadougou. À Ouagadougou, les populations ont dit « Vous ne passez pas ». Là encore, l'autorité est intervenue. Ils ont tourné, ils ont quitté Ouagadougou. Et c'est là, une fois maintenant à Kaya, les populations disent « Niet, trop, c'est trop ». Avec ces attaques-là, avec les armes qu'on utilise pour attaquer les militaires, nous pensons que c'est bon. Si réellement la France sait qu'elle veut aider, mais le Burkina même a un problème, non? Pourquoi on veut faire transiter les armes là pour amener au Niger? Ils n'ont qu'à remettre ça au Burkinabé en même temps. Est-ce que ce n'est pas faisable? Ils n'ont qu'à remettre au Burkinabé. Et je vais vous rappeler, l'une des raisons pour lesquelles Idriss Déby a été assassiné, c'est que Idriss Déby a toujours réclamé de la part de la France que la France permette qu'on puisse leur donner le matériel directement pour que eux-mêmes, leurs hommes, aillent faire la guerre aux terroristes. Et la France a toujours refusé. Et la France, qu'est-ce qui se passe? Quand la communauté internationale se réunit et donne de l'argent pour aider la guerre au Sahel, c'est la France qui récupère l'argent, qui achète le matériel, qui donne ça à son armée. Vous comprenez? Donc finalement, quand vous regardez, c'est la France qui gagne sur toute la ligne. La France n'enlève même pas un franc de sa caisse. Mais finalement, tout ce qui a été récolté sur le plan international, c'est la France qui prend ça. Et vous avez vu, quand ils ont voulu quitter le Mali, ils sont partis avec tout leur matériel, non? Ils sont partis avec tout leur matériel. Est-ce qu'ils se sont rappelés que c'est la communauté internationale qui a acheté le matériel et que ce matériel devrait revenir aux Maliens? Alors, Monsieur Mpapo, nous sommes dans notre émission Avis de la diaspora. Vous donnez également vos avis sur les questions de l'heure, surtout au Burkina Faso. Alors, en ce moment où, par exemple, il y a la France, les soldats français, que doit faire, par exemple, le président Kaboré? Si vous étiez à la place du président Kaboré. Si j'étais à la place du président Kaboré, je vais leur dire, nous sommes des partenaires, d'accord, mais chaque partenaire, chaque peuple, chaque pays respecte son peuple. Pour une fois, je vais faire la volonté de mon peuple. Il faut retourner. Voilà. Parce que je ne vais pas vouloir... Moi, on s'en fout. Qu'il soit presque là-bas ou pas,
Ce qui est sûr, s'ils donnent les armes là, le matériel là aux soldats burkinabés, ça va servir aux Burkinabés, d'accord, à combattre le terrorisme. S'ils ne peuvent pas remettre ça, ils n'ont qu'à rebrousser chemin. Tout simplement. Il n'y a pas autre chose à faire. Il faut quitter dans cette histoire de diplomatie là qui nous tue. Vous savez, là où ils veulent aller remettre ça là, c'est là-bas là. Vous avez trouvé une vidéo là où c'est un parent à moi, un gourmandier, qu'on a ligoté comme ça derrière. Le gars demande pardon, 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 jusqu'à on l'a égorgé comme un mouton. Tout le monde a vu ces images là. Et c'est là-bas qu'on veut amener les armes là. Vous comprenez ça? Mais cela n'aura pas des incidences sur la collaboration France-Burkina? Si tout le monde veut mettre du bon sens, ça ne peut pas avoir en réalité un impact négatif. Si la France sait qu'elle veut effectivement appuyer la guerre contre le terrorisme, puisqu'il y a le terrorisme au Burkina Faso, ils vont dire ok, puisque nous faisons face à une difficulté particulière, on va réinventer une autre stratégie. Donc dans cette stratégie-là, nous faisons en sorte que l'armement qui est là, sur le sol burkinabé, puisse être mis à la disposition de la lutte contre le terrorisme dans ce pays. Ça déjà, ça va apaiser les tensions. Et comme ça, les populations vont comprendre que la France, effectivement, a une bonne volonté de lutter, d'aider les populations. Mais vous avez suivi ce colonel dont vous avez parlé. Il a dit quoi? Il a dit que l'objectif demeure le Niger. Donc, vaille que vaille là, ça veut dire que les populations burkinabées veulent ou pas, ils vont amener ça au Niger. Et vous savez, ils se sont même permis de tirer sur le sol burkinabé. Mais le colonel n'avait pas... Il a dit quoi? Qu'ils sont venus, qu'ils étaient en train de tenter. C'est faux, ils n'ont pas montré les images. On a vu en Côte d'Ivoire, lorsque les patriotes étaient sortis, quand ils sont allés pour se positionner vers la présidence, quand les patriotes sont sortis, il y a eu combien de morts dans cette histoire? Ils ont tiré à bout portant. Il y a eu plus de 600 morts ce jour-là. Jusque-là, on n'a pas eu les images nettes que, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, pour le cas du Burkina. Non, il sent qu'il manque, c'est pourquoi il ne relâche pas les images. Alors, nous sommes dans la dernière ligne droite de votre émission concernant le Burkina Faso. Alors, si par exemple la paix doit revenir et la sécurité surtout doit revenir du côté du Burkina Faso, est-ce que les manifestations ont un rôle à jouer ou le peuple a un rôle à jouer? Oui, le peuple a un rôle à jouer, un double rôle à jouer. Dans un premier temps, menacer effectivement l'autorité, telle qu'ils sont en train de le faire, pour que l'autorité comprenne que ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont là, c'est-à-dire ils font comme ils marchent sur des œufs quoi. Non, il faut foncer. Nous sommes en danger, il faut aller combattre le danger. Il ne faut pas attendre que chaque jour des enfants du pays meurent massivement avant de venir pleurnicher. On vient, on croise les doigts pour dire bon, on est désolé, on est quoi. On s'en fout. Si tu veux, mais il faut pleurer. Si Rock veut, il n'a qu'à pleurer. Ce n'est pas ça notre problème. Mais il n'a qu'à régler les problèmes. Et régler les problèmes au niveau de l'armée, c'est quoi? Vous savez que quand Blaise est parti, la France a tout fait pour torpiller la transition qui avait été mise en place. Alors qu'au cours de cette transition-là, ce qu'on avait voulu faire, c'était de mettre justement au garage tous ceux-là qui ont collaboré avec Blaise Compaoré. Et malheureusement, Moïse, jusqu'à aujourd'hui, ces militaires-là sont là aux commandes. Et donc, je suis sûr qu'ils ne font pas ce que le président Kaboré veut. Et comme lui aussi, il veut pas quand même perdre son pouvoir, il essaie de ménager les gens. Vous donnez des commandements qui ne marchent pas. Parce qu'il est le chef suprême des armées. On ne peut pas comprendre que cette histoire-là où des militaires n'avaient même plus à manger, que le président ne peut pas être informé. S'il a été informé et qu'il a donné l'alerte, pourquoi ça n'a pas suivi d'effet? Ça veut dire qu'il y a des gens sous lui qui ne font pas le travail qu'il faut faire. Donc, il faut déjà régler cette question-là. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas servir parce qu'on a enlevé son chef, qu'il aille se reposer à la maison.
Donc ça, c'est une première des choses que Roch Marc Christian Kaboré doit chercher à régler. La seconde? La seconde, c'est que le peuple doit se manifester pour montrer justement son soutien aux militaires qui sont au front. Parce qu'il faut les encourager. Actuellement, ils ont le moral à terre. Et il faut effectivement travailler à encourager l'armée pour que l'armée puisse continuer de jouer son rôle régalien. Maintenant, j'allais ajouter une troisième chose, c'est qu'il faut qu'on sorte de ces systèmes d'académie-là, militaires, dans lesquels le colon a formé nos militaires. C'est-à-dire, on nous fait comprendre aujourd'hui, parce que j'ai écouté un officier burkinabé dire que c'est un problème qui est à l'intérieur du pays. Donc, ce n'est pas le rôle de l'armée d'aller régler ça. Vous comprenez ça? Un officier qui dit ça, ça veut dire que pour lui, ce n'est pas une attaque qui est d'abord à la frontière, qui veut rentrer. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est l'intégrité du territoire qui va être menacée, ils peuvent aller combattre. Mais comme c'est à l'intérieur que ça se fait, ils attendent seulement que ce soit les gendarmes qui puissent aller faire le travail. Parce que c'est comme ça que ça a été réparti. Quand quelque chose se passe à l'intérieur du pays, c'est effectivement du ressort de la police et de la gendarmerie. Mais quand c'est au niveau du territoire, entre deux pays par exemple, en ce moment, non, il faut qu'on sorte de ce schéma classique-là, de faire la guerre. Il faut mobiliser toutes les forces, d'accord, pour que effectivement on puisse avoir une supériorité militaire sur l'ennemi, de façon à ce que, effectivement, on puisse le convaincre, le combattre efficacement. Monsieur Mpapou Yemboa, nous sommes à la fin de cette émission. Les bonnes choses ne durent surtout pas. Alors, que faut-il faire pour sauver le Burkina? Pour sauver le Burkina, d'abord, il faut que les Burkinabés se ressaisissent. Savoir qu'à l'heure actuelle, la démission du président Roch Marc Christian Kaboré ne profitera qu'à l'ennemi. Il faut que les Burkinabés se rappellent que ce qui leur arrive aujourd'hui fait partie d'un plan détaillé, que Guillaume Soro avait clairement détaillé dans l'écoute téléphonique qu'il a eue avec le général, comment il s'appelle, Bassolé, d'accord, qui est aujourd'hui en prison. Donc il faut que les Burkinabés se rappellent ça. Faire démissionner Roch Marc Christian Kaboré sera tout simplement faciliter le retour du clan Dabo, je vais dire du clan Blaise Compaoré. Deuxième chose, les Burkinabés doivent eux-mêmes, par rapport aux civils, doivent trouver effectivement le moyen de demeurer solidaires pour que ceux-là qui s'organisent autour de leur village pour pouvoir effectivement lutter contre ce terrorisme-là, qu'il n'y ait pas de désordre. Parce que là aussi, on connaît les risques. Les gens vont peut-être dire, bon voilà, on va défendre notre territoire, et lorsqu'on leur donne les armes et tout, lorsque le conflit passe, c'est eux maintenant, puisqu'ils se sont habitués, la population les prend en charge, etc. Après tout, c'est eux maintenant qui deviennent les dangers, ils ne retournent pas les armes, ils deviennent maintenant des grands bandits, ils attaquent les gens. Donc il faut qu'ils fassent très attention dans l'organisation des groupes d'autodéfense, pour que cela ne puisse pas leur retourner encore après demain. Et pour terminer, je pense que chaque Burkinabé doit effectivement prendre sur lui la responsabilité de renseigner. Quand vous êtes dans un village, vous trouvez quelqu'un qui vous semble étranger, que vous n'avez jamais rencontré, etc., il faut alerter. Il faut alerter et qu'on puisse aller là où la personne habite pour savoir d'où il vient, qu'est-ce qui se passe. Le renseignement aujourd'hui sera d'abord la première clé pour le combat contre le terrorisme. Si au niveau du renseignement, ça ne marche pas, il faut savoir que la lutte contre le terrorisme sera perdue. Et maintenant, il faut que l'État burkinabé communique suffisamment pour que la population et les forces armées nationales puissent reprendre confiance.
il faut qu'ils reprennent le dessus sur la communication. Parce qu'actuellement, les terroristes communiquent beaucoup plus que l'État. Et si bien que tout le monde est perturbé, tout le monde a peur. L'État doit reprendre la communication dans cette lutte au-dessus par rapport donc à la communication des terroristes. Merci M. Mpa pour votre disponibilité. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour cette émission concernant le Burkina Faso. Avis de la diaspora, c'est l'émission que vous venez de suivre. Vous avez un mot de fin? Oui, j'ai oublié essentiellement. Je voudrais que les Burkinabés comprennent que les Burkinabés qui sont à l'extérieur, d'accord, quand on parle de Burkinabés qui sont à l'extérieur, vous savez que c'est le colon qui est venu mettre les frontières. Voilà. Il y a des gens qui s'organisent, hein, des peuples qui s'organisent, qui savent que leur origine, c'est, par exemple, le Burkina Faso. Ils sont en train de s'organiser pour apporter l'aide qu'il faut, justement, aux Burkinabés. Et donc, je voudrais que vous compreniez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Nous sommes tous ensemble avec vous. Nous sommes en train de nous organiser. Dès les jours prochains, nous allons remettre justement la petite enveloppe que nous aurons récoltée pour permettre justement à nos parents. Ça, c'est une action des gourmandiers, c'est-à-dire Gourma, Mouba, Gangan, pour venir en aide financièrement aux populations déplacées internes de l'Est du Burkina Faso. Donc j'appelle vraiment tous les Africains à imiter cela pour que l'aide puisse aller vraiment à l'ensemble des déplacés internes du Burkina Faso. Que la paix revienne en Burkina Faso. Merci à vous, M. Mpapo, pour tout ce que vous faites pour nous aider. Et surtout, vous qui avez pris le soin de partager cette émission sur AfroWeb TV et également le lien sera disponible. Le lien sera disponible donc dans quelques instants sur notre chaîne YouTube. Allez-y, étendons donc ensemble notre chaîne YouTube. Allez-y vous abonner et partager nos émissions. Regardez, faites-nous vos suggestions sur le +1 319 462 89 79. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous avec toute l'équipe d'AfroWeb TV pour la célébration de Thanksgiving, pour une émission spéciale demain à partir de 9h. Demain à partir de 9h, heure de Chicago, 10h à Washington DC. Nous serons les premiers à vous souhaiter une bonne fête de Thanksgiving. Et également vendredi, nous serons avec l'artiste de la chanson africaine qui nous honorera de sa présence également sur AfroWeb TV. Restez toujours des nôtres et bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup, M. Mpapou Yamboua, pour votre disponibilité. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora.